Bonsoir. Au sommaire de cette édition, le renforcement du dispositif sécuritaire à Conakry. Le président Alpha Condé a rencontré le gouverneur et les élus locaux. Les échos dans cette édition. Lutte contre Ebola, la situation épidémiologique à ce jour, pas de nouveaux cas, les nouvelles sont plutôt bonnes. Immersion donc ce soir dans un nouveau monde, un monde de trafic illicite. Comment sont délivrés les permis de conduire? De faux documents circulent cautionnés par la police routière, même les mineurs y ont droit. Voilà pour les titres. Bonsoir, on est tout heureux de savoir que notre Titi national Sekouba Bambino va bien. Il a traversé ces 2 jours-ci une véritable épreuve traumatisante avec la prise d'otage au Mali, mais il va bien. L'artiste a été reçu ce matin par le président Alpha Condé, une rencontre au cours de laquelle il a évoqué la peur de sa vie. Le point avec Sanassi Keita. Les 132 sur les 134 chefs de quartier et les conseillers communaux de la ville de Conakry ont répondu ce mardi à l'appel du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ici, au siège du gouvernorat, la rencontre s'est penchée sur tous les aspects liés à la gestion de la ville de Conakry dans la paix et l'unité d'action. S'il est évident que toutes les questions intéressant la vie des citoyens ont été évoquées pendant la rencontre, il faut toutefois reconnaître que la question de sécurité a dominé les débats. Sécurité des personnes et leurs biens, telles sont entre autres recommandations du chef de l'État au conseil de ville. Un conseil de ville qui se dit engagé à prendre toutes les dispositions allant dans le sens du renforcement de la paix à Conakry. Il y a une codification de tous les chefs de quartier. Deuxièmement, un délai de 112 heures est donné aux maires et aux chefs de quartier pour nous remonter la situation exhaustive des étrangers, des bars cafés, des mosquées et même des groupes sociaux dont les mœurs et les coutumes travestissent les religions. Et plus loin, de prendre les dispositions contre tous les travers sociaux, les bars, les drogues, et aussi engager la lutte dans la sécurité sanitaire contre Ebola qui n'est pas encore finie. Une démarche qui s'inscrit dans l'optique du renforcement de la sécurité sur tout le territoire national. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a invité les différents chefs de quartier et les conseillers communaux de la capitale à la vigilance et à des actions communes pour la sécurité des personnes et de leurs biens. En cela, l'implication des citoyens à tous les niveaux est une nécessité pour la réussite de l'opération. Beaucoup de gens avaient peur des élections en Guinée. Tout le monde pensait que ça allait mal se passer, il allait y avoir des morts, etc. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier du peuple de Guinée. Ça veut dire que la Guinée est un havre de paix. Alors, il faut que la Guinée soit un havre de paix. Pour ça, il faut que chacun de vous se mobilise. C'est la population qui sait ce qui se passe. Nous ne pouvons pas accepter que des étrangers viennent, parce que le secrétariat aux affaires religieuses, je les ai démis, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont donné des agréments à des gens qui viennent pour essayer d'endoctriner nos enfants. On a des maîtres d'école, on a des imams, on a des maîtres d'école, on n'a pas besoin que des étrangers viennent pour endoctriner nos enfants. On a suffisamment de personnes ici. Deuxièmement, le voile intégral. Moi, la religion, je ne me mêle pas. La Guinée est un État laïque. Mais la sécurité, c'est mon problème. Quelqu'un qui porte le voile intégral, c'est une femme ou un homme, on ne sait pas. Il peut cacher un fusil et tirer sur les gens comme ça se fait en France généralement. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'être extrêmement vigilant, de dire à vous d'être extrêmement vigilant. Tout étranger qui vient, il faut savoir c'est qui, s'y aller tout de suite. Il ne faut pas attendre qu'il arrive ce qui arrive au Mali, ça sera trop tard. Donc c'est maintenant que nous devons prendre les dispositions. Donc je demande au gouverneur de vous réunir. La sécurité est dans vos mains. C'est vous qui pouvez combattre les bandits. Vous connaissez les bandits, vous savez où ils sont. C'est chez vous qui se cachent, c'est dans vos quartiers. Vous connaissez les gens qui ont des armes, c'est dans le quartier. Si vous n'êtes pas complice. Aussi, les fonctionnaires qui demandent l'argent aux gens, vous savez. Vous voyez un papier demande l'argent, vous savez. Pour que ça soit mis fin à ça, c'est vous qui devez nous aider à dénoncer. Si vous allez des gens qui vous demandent de l'argent, on n'a pas vous demander de l'argent. Si on vous demande de signaler,
C'est vous qui êtes complice que la Guinée marche mal, plein de voleurs. On va des fonctionnaires qui sont de la corruption, vous êtes responsables. Parce que vous n'acceptez pas de combat. Donc il faut que ce pays-là marche, la Guinée marche sur sa tête. Comme maintenant la Guinée marche sur les deux jambes. Alors je compte sur vous pour qu'on marche sur les deux jambes. Après le gouvernorat de la ville de Conakry, le chef de l'État s'est rendu à la maison mortuaire de Hadja Yari Camara, balayeuse au gouvernorat décédé à l'âge de 73 ans. Le président de la République a tenu à rendre hommage à cette dame qui a consacré sa vie à l'image d'autres femmes de la capitale à rendre Conakry propre. Au nom du président de la République, Soriba Sourel Camara, gouverneur de la ville de Conakry, a rendu hommage à Hadja Yari Camara pour le service rendu à la capitale guinéenne. On adresse notre solidarité et toute notre sympathie à la Tunisie, frappée ce mardi par un attentat qui a ciblé un bus de l'armée, 14 personnes tuées. L'Afrique confrontée ces derniers temps à une vague d'attaques terroristes. Ici à Conakry, le chef de l'État, vous l'avez vu tout à l'heure, demande de relever le niveau de vigilance. On en vient à son audience avec Sekouba Bambino Diabaté. L'artiste va bien, on vous le disait. Il a traversé une véritable épreuve traumatisante ces jours-ci. Il a été reçu ce matin par le président Alpha Condé. Compte rendu, Sanassi Keita. Il s'appelle Souleymane Konati. Ce jeune, en compagnie de l'artiste international guinéen Sekouba Bambino Diabaté, a été reçu en audience ce mardi 24 novembre 2015 par le président de la République. Lui qui a marché de Bamako-Conakry a bien un message fort. J'ai pris des engagements pour professeur Alpha Condé. Le premier, quand il va être réélu en Guinée, je vais marcher de Bamako jusqu'à Conakry. Le deuxième engagement, si professeur Alpha Condé finit son deuxième mandat, je marcherai aussi de Bamako-Conakry pour venir lui serrer la main. Et le dernier engagement, quand je vais me marier et que Dieu me donne la chance d'avoir un enfant, il sera l'homonyme du professeur Alpha Condé. C'est au tour de la mégastar guinéenne Sekouba Bambino Diabaté de remercier surtout le chef de l'État pour le soutien exprimé à son endroit dans l'épreuve difficile traversée pendant la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Je suis venu pour rassurer le peuple et le président de la République pour dire que je me porte bien. Puisque quand j'étais dans ce drame-là, il m'a appelé au nom du peuple et il m'a encouragé et il m'a beaucoup motivé. Et en même temps, j'ai remercié le peuple malien qui sont restés à côté de moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont vraiment sauvé dans cette situation. Et l'armée malienne qui m'ont beaucoup aidé. Et merci pour le peuple malien et merci pour l'armée malienne. Sekouba Bambino Diabaté, qui était donc dans cet hôtel Radisson Blu pendant la prise d'otage, est sorti sain et sauf. Ces différents messages de félicitations, le premier venant de Pyongyang, adressé à son Excellence professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président, je suis très heureux de bien vouloir adresser toutes mes félicitations très chaleureuses à l'occasion de la réélection de votre Excellence au poste de président de la République de Guinée, tout en exprimant ma conviction que d'excellents rapports d'amitié et de coopération ayant une longue histoire traditionnelle existant entre nos deux pays se développeront et se consolideront davantage à l'avenir aussi. Je saisis cette opportunité pour vous formuler mes meilleurs vœux de santé et de bonheur, ainsi aussi de grands succès dans votre entreprise pour la stabilité politique et la prospérité économique. Très haute considération, Kim Jong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée. Le second, il est de Olivier Stern des Républicains. Cher Monsieur le Président, recevez mes très chaleureuses félicitations pour votre brillante réélection au premier tour à la tête de votre pays. Avec tous mes vœux de réussite pour ce second mandat, acceptez l'expression de mes sentiments de très haute considération. Je n'oublie pas votre visite à mon domicile avant vos lourdes responsabilités. Acceptez, cher Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de très haute considération.
Excellence, Monsieur le Président de la République, ce message vient du programme des Nations Unies pour le développement. Je vous prie de recevoir mes chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection en qualité de Président de la République de Guinée. Je souhaiterais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour saluer l'engagement de l'ensemble du peuple guinéen et en particulier celui de la classe politique à un processus électoral qui témoigne d'une réelle aspiration à la gouvernance démocratique et à la paix. Je voudrais vous réitérer la disponibilité du système des Nations Unies et singulièrement du programme des Nations Unies pour le développement à poursuivre l'accompagnement de la Guinée pour les prochaines échéances électorales et soutenir les efforts engagés pour répondre aux défis socio-économiques auxquels est confronté votre pays, notamment l'éradication de la maladie à virus Ebola et la promotion d'un développement inclusif et durable. La mise en œuvre des 17 objectifs mondiaux pour le développement durable, ODD, adoptés par les États membres de l'ONU le 25 septembre 2015 à l'issue du sommet sur le développement durable, offre l'opportunité à votre pays de s'engager résolument sur la voie d'un développement inclusif, durable et résilient notamment face aux crises sanitaires et humanitaires et aux défis posés par le changement climatique. Nous avons bon espoir que l'atteinte des ODD figurera au centre de l'accompagnement du PNUD à la Guinée dans sa quête de développement, de bien-être et de préservation de la paix en Guinée et dans la sous-région. Tout en vous renouvelant ma très haute et respectueuse considération, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, mes sincères et cordiales salutations, Hélène Clark. Enfin, j'ai appris votre brillante réélection à la présidence de la République de Guinée et je tenais par ces quelques mots à vous adresser mes sincères félicitations. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Ce dernier message est du maire de la ville d'ici les Moulineaux, le maire, ancien ministre, député des Hauts-de-Seine, qui est complice de la vente des parcelles sur le domaine public maritime. Est-ce qu'il s'agit d'agents du ministère de la Ville? En tout cas, le département a le feu vert de la présidence. Toutes les constructions, peu importe leur propriétaire, vont être démolies. Saint-Martin Francina de nous. Les occupations illégales des réserves foncières de l'État sont devenues un sport favori à Conakry. Avec la complicité de certains agents publics, des occupants puissants s'offrent ces terres fragiles. En certains lieux, des hectares sont allègrement remblayés avec des engins lourds avant d'être bâtis sans normes de construction. Les conséquences visibles de ces actions sont entre autres la destruction de la mangrove et le blocage de la brise marine à l'ensemble des populations de Conakry. Cette destruction de l'écosystème est menée en dépit de l'existence du schéma directeur de la ville de Conakry et du plan national d'aménagement du territoire qui qualifie ces zones de non constructibles par des tierces personnes, des zones qui ne peuvent être viabilisées que pour des projets d'utilité publique. Jusqu'ici, les différentes tentatives de récupération et de sécurisation de ces bordures de mer ont été des feux de paille en raison de l'implication de certains gros bonnets du pays qui s'accordent des privilèges. Un tour sur les îles, Roum, Kassa, Fotoba, privés de leurs plages naturelles, au bras de mer de Demoudoula, au périmètre de la Kamaenne et de la réserve foncière de Keitaya, permet de mesurer l'ampleur du phénomène que la lettre du chef de l'État au Premier ministre et au ministre de l'Aménagement du territoire va freiner. Ici à Keitaya, c'est un domaine réservé de près de 300 hectares qui est illégalement occupé. Plus regrettable, la base vide de la Sonapi, qui assurait la viabilisation du site, est vandalisée. La détermination exprimée au plus haut sommet de l'État pour comprendre et assainir le dossier dit d'occupation anarchique des DPM vient renforcer l'autorité publique sur ces terres. Des moyens matériels et humains sont mobilisés en vue d'appliquer l'esprit de la lettre historique du 23 novembre. Plus que jamais, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire est sous les projecteurs pour voir jusqu'où il ira dans la récupération de ces réserves publiques privatisées.
Cette lettre dont vous parliez, Martin, et qu'on vous a annoncé, chers téléspectateurs, hier, sur laquelle je reviens pour les besoins de la cause, est celle du président adressée au Premier ministre par la présidente. Je vous demande de donner instruction au ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire pour l'arrêt immédiat de toutes les constructions en cours sur le domaine public maritime de Conakry. Le haut commandement de la gendarmerie nationale est chargé de veiller à la stricte application de cette décision. Je demande qu'il soit mis en place au niveau du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire une commission d'évaluation qui va statuer sur les projets de construction en cours relevant du domaine public maritime au cas par cas. Je tiens à la mise en œuvre rapide et rigoureuse de ces instructions. Alors, pour parler de l'esprit de cette lettre et pour parler de toutes les actions engagées par le ministère de l'Aménagement du Territoire et le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, on reçoit sur ce plateau Monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que cette lettre du chef de l'État adressée au Premier ministre et à vous apporte de nouveau au dossier de récupération de domaine public maritime? Je vous remercie. Je commence tout d'abord par remercier le premier magistrat de ce pays, le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour ce soutien ferme, clair et net aux actions de mon département en ce qui concerne la récupération des domaines publics de l'État, qu'ils soient maritimes, lacustres, fluvial, forestiers ou autres. Et partant, vous savez, depuis le mois de mai, j'ai pris les rênes de ce département et aussitôt, nous sommes allés plus engagés qu'hier. Nous sommes allés à la guerre, je mesure bien le mot, contre ces occupants illégaux le long de notre littoral. Et jusqu'au mois de juillet, nous avons continué les opérations et le président de la République vient de mesurer combien il était important que ces domaines publics soient récupérés et que cela puisse permettre à la population de Conakry de jouir de leur côte maritime. Alors, Monsieur le ministre, avec cette lettre, on vous a déjà vu sur le terrain, vous parliez tout à l'heure d'une guerre, mais avec cette lettre, est-ce qu'on peut savoir jusqu'où vous irez dans ce combat, dans cette guerre? Vous savez, au mois de juillet, lorsque nous observions donc, nous déclarons que nous allons observer 3 mois de trêve, août, septembre, octobre, très peu de gens nous croyaient qu'à la reprise, cela allait être possible. Et ça a été bien le cas. Il y a une semaine, nous avons donc déclaré que cette trêve était terminée et que nous allons reprendre nos activités en ce qui concerne donc la récupération de ces domaines. Nous avons commencé par Kobaya et le constat est très alarmant. Les gens n'ont plus de respect pour nos eaux, n'ont plus de respect pour ce domaine public maritime, n'ont plus de considération pour les populations de Conakry qui ne peuvent plus avoir accès aux mers, encore moins profiter de la brise marine. C'est pourquoi il fait d'ailleurs très chaud sur le continent en ce qui concerne Conakry. Donc nous sommes engagés, déterminés à poursuivre ces actions dès lors d'ailleurs que nous avons eu le soutien des plus hautes autorités, le chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous soutiennent dans ces actions. Vous devrez comprendre que cela est un ouf de soulagement et cela permettrait de continuer cette action que j'appelle noble, parce que la terre appartient à tout le monde et personne n'a le droit de priver donc une partie des citoyens de ce pays d'avoir à jouir d'un bien aussi précieux que la mer. Monsieur le ministre, ces personnes-là ne se sont pas retrouvées comme ça, des buts en blanc. Ils ont quand même des permis de construire. Est-ce qu'ils ont bénéficié de la complicité de certains agents relevant même de votre ministère? Oui, dès le départ, la première mission à Demoudoula, je l'ai constaté. Et ce jour, j'ai fustigé le comportement de certains de nos cadres qui, malgré
les lois, les règlements de ce pays ont continué à délivrer des documents légaux à des personnes qui occupent des domaines publics ou qui vont s'installer carrément dans les lits de nos cours d'eau. Et j'ai promis de combattre tous ces gens, de faire face à ces cadres indélicats. Et la preuve, c'est que nous avons pris des sanctions contre un certain nombre de cadres qui sont allés dans ce sens-là. Et nous n'allons pas nous limiter seulement à cette procédure disciplinaire. S'ils s'avère que c'est délibérément fait et à l'encontre de nos lois et règlements, nous allons engager des poursuites judiciaires contre ces cadres. Des poursuites prévues contre certains cadres du ministère de la Ville. Le pont de Kaka, monsieur le ministre, on va en parler. Les travaux, il n'y avait pas de trêve, mais les travaux étaient à l'arrêt pour raisons sanitaires. Ils vont être relancés très bientôt. Le président de l'Assemblée et le nouvel ambassadeur du Japon en Guinée en ont débattu ce matin. Leur rencontre a permis d'aborder d'autres sujets de coopération parlementaire. C'est un reportage signé Abdoulaye Diallo. C'est la première rencontre entre la représentation diplomatique japonaise en Guinée et les élus du peuple. Au menu des échanges, la coopération parlementaire entre nos deux États et la relance des travaux de construction du pont de Kaka de la préfecture de Koya. Un projet d'importance capitale pour les usagers de la route. Il faut que le projet reprenne. Nous avons souhaité vivement qu'il intercède auprès des autorités japonaises, auprès des entreprises japonaises qui sont engagées dans la construction de ce pont, que les activités, les travaux reprennent afin que dans les temps à venir, dans les mois à venir, que nous puissions avoir un pont digne de ce nom, à travers lequel le Japon sera beaucoup plus lisible en Guinée. L'ambassadeur du Japon rassure le peuple guinéen à travers les autorités parlementaires pour la reprise très rapide du chantier de construction de cette infrastructure dont les travaux avaient été arrêtés pour des raisons sanitaires liées à Ebola. Maintenant que la Guinée est sortie de l'épidémie, Hisanabu Hazama réaffirme son engagement à promouvoir et à renforcer l'axe de coopération entre Conakry et Tokyo. Voilà, c'est le début de la fin pour l'épidémie, mais vigilance toujours. Les responsables désignés dans la lutte contre la maladie ont fait une sortie ce mardi. Objectif, faire le point sur la situation épidémiologique. Elle est très encourageante. Nadia Toubari. Les stratégies d'éradication de l'épidémie Ebola semblent porter ses fruits en Guinée. Depuis 25 jours, aucune préfecture du pays n'a notifié de nouvelles infections de la maladie. Le dernier cas suspect hospitalisé est testé négatif depuis le 16 novembre dernier. Aujourd'hui, l'heure est au compte à rebours dans l'espoir de déclarer la fin de l'épidémie. Nous sommes à 7 jours des 42 jours que nous appelons le compte à rebours pour déclarer la Guinée indemne d'Ebola. Ça fait 10 jours en Guinée, on n'a pas de contact assure dans notre pays. C'est une première qu'on a ce genre de situation. Donc ce qui nous fait espérer que si nous continuons à faire des mesures de prévention individuelles, tant au niveau des familles que dans nos établissements de soins, c'est très sûr que nous pourrons déclarer la fin de cette épidémie le 29 décembre prochain. L'une des méthodes de riposte à Ebola employées par les acteurs est l'essai vaccinal. Il a permis de prévenir la maladie, notamment chez les personnes suspectes du virus. Dans le pays, environ 7000 cas suspects ont reçu les doses vaccinales. Pour rendre plus disponibles les vaccins contre les maladies virales, un atelier scientifique international est prévu. Le but est d'obtenir pour le gouvernement guinéen une feuille de route qui lui permette d'accéder rapidement à des vaccins de qualité et à des coûts supportables, pas seulement pour la Guinée, mais pour la population africaine. Donc, je salue l'initiative du chef de l'État, la vision. Pourquoi ne pas produire demain le vaccin? Mais quelque part, il faut commencer. Cette rencontre scientifique internationale sur les vaccins se tient pour la première fois en Guinée. Elle va regrouper 150 experts, dont 40 internationaux.
L'idée consiste à définir des plans afin de rendre plus accessibles les vaccins dans les pays africains. Mine cette réunion du comité de pilotage ITIE Guinée, ces acteurs ont jusqu'à fin décembre pour élaborer le rapport 2013. C'est la date butoir. L'enjeu, c'est de permettre à la Guinée de bénéficier d'appui budgétaire de la Banque mondiale. En gros, 40 millions de dollars sont en jeu. Fatima Diallo. Ces membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE Guinée se réunissent ici pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration du rapport de l'année fiscale 2013, comme le recommande la norme ITIE internationale. Celle-ci exige que chaque pays membre se fixe des objectifs compatibles avec les principes et exigences de l'organisation. C'est aussi l'occasion de faire des recommandations pour booster la collecte des données des sociétés minières. La collecte est très avancée. Nous sommes en train maintenant pratiquement de finaliser la collecte. Bien sûr, on a encore quelques sociétés qui n'ont pas fourni toutes les données. Et peut-être seulement 2 sociétés, n'est-ce pas, qui disent tenir des comptabilités en dehors d'ici, soit à Nice ou à Londres. La phase 3, c'est la phase de la réconciliation. Et après, nous allons avoir la visite de l'administrateur indépendant qui est prévue le 29 novembre. Et on va passer à la phase 4, c'est-à-dire la phase d'audit. La nouvelle norme ITIE va contribuer à l'amélioration de la gouvernance minière et à la transparence des contrats miniers. Elle exige que le rapport décrive les lois et réglementations. Elle couvre également le niveau des transferts fiscaux. Il s'agit de faire du secteur minier la pierre angulaire du développement. Au secrétariat international, nous apportons du soutien technique par rapport à ce qu'on exige dans la nouvelle norme ITIE. Donc le rapport 2011-2012 était beaucoup plus élargi, le paramètre était élargi, et il y avait des informations sur les données, etc. Mais il faut aller au-delà. On exige beaucoup plus, par exemple, en ce qui concerne la transparence des contrats, les propriétaires réels, les paiements infranationaux. Donc je suis là pour le soutenir, pour les informer, pour les guider. Malgré le retard observé dans les travaux, le secrétariat exécutif de l'ITIE Guinée compte finir le rapport 2013 d'ici la date butoir, une date fixée au 31 décembre 2015. Cette note de la Société des eaux de Guinée pour dire que les communes de Kaloum, Dixine, Matam, Matoto et Ratoma connaîtront une perturbation dans la desserte en eau potable pour les journées de mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015 suite à des travaux. Formation professionnelle, un séminaire planche actuellement sur le financement de ce domaine dans la sous-région. Plusieurs conseillers prennent part à la rencontre. La démarche vise à accroître leur connaissance sur les fonds de financement. Explication, Abdourahmane Koula Diallo. Organisé par l'Office national de la formation et de perfectionnement professionnel, en collaboration avec le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, ce séminaire a regroupé 24 participants venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a pour objectif de contribuer à l'acquisition des notions essentielles et des aptitudes de métier de conseiller en formation. L'investissement dans la formation est désormais un facteur déterminant en matière de compétitivité, de croissance durable et d'emploi. Déterminant aussi comme un préalable pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que se fixent les États. Le président du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle a mis l'occasion à profit pour inviter les pays membres à unir leurs efforts en vue d'assurer une meilleure adéquation entre la formation et l'employabilité des couches défavorisées. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a invité les participants à plus de rigueur en vue de faire face aux nombreux défis qui interpellent les pays membres. Vous avez donc une importance stratégique et vis-à-vis des demandeurs de compétences, qu'ils soient la compétence continue ou initiale, mais également de nous, autorités publiques, qui nous appuyons sur vous pour faire de telle sorte que tous ces jeunes, tous ces travailleurs aient la capacité d'aller au-delà de ce qu'ils ont appris dans leur formation de base et d'aborder le marché de l'emploi avec des compétences que vous aurez été capables
de leur donner en les mettant sur la route. Rappeler que la 9e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions de fonds et de formation professionnelle RAFPRO aura lieu l'année prochaine en Guinée. Mandiana, les jeunes au cœur d'une opération de sensibilisation, ils prônent la paix dans leur localité. Ces jeunes ont entamé une vaste campagne qui touche à toutes les couches socio-professionnelles. Beaucoup d'accidents de route ces derniers temps, ce qui relance la problématique de la délivrance des permis de conduire. Apparemment, tout le monde peut s'en procurer à Conakry. Beaucoup de faux permis sont en circulation, même des mineurs en possèdent. Immersion dans un univers de magouilles, de fraude et de faux avec Tawel Kamara. De plus en plus d'auto-écoles ouvrent leurs portes en Guinée. Les nouveaux conducteurs s'intéressent à la formation pour maîtriser le code de la route et le volant. Ici, les cours théoriques portent sur le respect des panneaux de signalisation le long de la route. Ensuite, les exercices pratiques viennent renforcer la capacité des uns et des autres avant l'obtention des permis délivrés par la Direction nationale des transports terrestres. Je pouvais bien apprendre dans la route comme ça, mais ce n'est pas du tout prudent. Compte tenu des accidents actuellement, donc il faudrait mieux connaître comment circuler, connaître les panneaux, comment respecter les codes de la route. C'est pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi l'école. Après votre formation complète, nous allons vous présenter un examen étatique. Un examen sera alors organisé dans ce sens-là. On ne doit pas donner le permis à quelqu'un qui est malade. Certaines maladies des yeux, comme la presbytie, la myopie, ainsi de suite. Donc on va à la médecine générale pour vérifier exactement est-ce que le conducteur éventuel n'est pas malade. Si ce processus de formation permet aux conducteurs d'obtenir légalement les permis, d'autres par contre réussissent à échapper au contrôle technique. Parmi eux, des mineurs par des moyens illégaux. Selon la loi, ils n'ont ni l'âge ni le droit de conduire. Ils causent souvent des accidents de la circulation et des embouteillages. Les mineurs derrière le volant, je crois que toute la société doit se donner la main dans ce sens. Pourquoi ? Si je suis un père de famille responsable, je ne peux pas me permettre de donner mon véhicule à mon enfant mineur à l'occasion d'une fête ou bien pour aller à l'école ou pour faire quoi que ce soit. Donc, tout le monde doit être interpellé d'abord à ce niveau. Et au niveau de l'État, nous sommes en train de réfléchir à la modernisation de la délivrance des permis de conduire. Avec de nouvelles mesures prises par la Direction nationale des transports terrestres, les permis de conduire ne seront plus délivrés à la légère aux mineurs. Une décision qui devrait être appuyée par la police en vue de prévenir les accidents de la circulation. Hier encore, nous vous parlions de la gestion des bus de la Soutragui, puisqu'hier, ils étaient réticents à toute communication. Aujourd'hui, les responsables ont enfin accepté de nous appeler, de nous parler, surtout d'expliquer les raisons de la rareté de ces bus pour le transport interurbain. C'est un reportage signé Sekou Fernand Kourouma. La Société des transports de Guinée révèle ces réalités. Dans ce parc, plusieurs dizaines de bus sont sur cale. Certains bus sont victimes des violences de rue ces dernières années. D'autres manquent des pièces de rechange. Selon la direction de la Soutragui, 55 bus sont en ce moment en bon état et capables d'opérer en cas de nécessité. Alors, question, pourquoi peu de bus dans la circulation? La gestion du réseau est autre chose, c'est que par rapport à nos problèmes d'ordre financier, quand je dis d'ordre financier, vous savez, quand vous sortez 10 bus alors que le carburant que vous prenez n'est pas couvert par les recettes, ça il faut en tenir compte. Et quand vous sortez aussi 10 bus alors que la demande n'est pas aussi importante, ça aussi il faut en tenir compte. Donc autant de paramètres qu'il faudra mettre en harmonie pour pouvoir faire une bonne gestion de la structure, mais aussi une bonne gestion du mouvement des personnes. En réaction à notre commentaire d'hier, la direction explique que les bus engloutissent plus d'argent qu'ils n'en rapportent. Même si le personnel est payé grâce à la subvention de l'État, la Soutragui a du mal à maintenir le cap. La masse salariale actuelle est de 700 millions de francs guinéens par mois. Les travailleurs de Soutragui sont toujours payés à partir du 22, du 23, au plus tard le 25. Ça n'a jamais failli. Cette année, il y a eu ce décalage, ça arrive, il faut le comprendre. Nous avons connu une année difficile et attention, la grande chose à préciser, c'est que
les travailleurs de Sotragué sont payés par l'État, la subvention de l'État. Dans une telle situation, le syndicat se serre les coudes avec la direction. Jusqu'à présent, on n'a pas payé, mais Dieu merci, on travaille quand même. Moi, je dis au travail de se calmer. Ça fait 2 mois on n'est pas payé. Donc c'est la première fois dans notre assiette. On est payé de 22 jusqu'à 25. C'est la première fois. Aucun fonctionnaire prend son salaire de 20 ou 25. Pour que la Sotragué reprenne souffle, elle a besoin d'acheter des pièces de rechange. Ce, pour que les 100 bus reprennent service, comme le chef de l'État l'a voulu il y a 4 ans. La lutte contre la violence faite aux femmes se multiplie en Guinée à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes célébrée chaque année à la date du 25 novembre, donc demain. Le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, a fait une déclaration ce mardi, déclaration sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. La dépouille mortelle de Adja Tigidanke Diaby est arrivée hier en provenance du Maroc. Elle est décédée vendredi 20 novembre 2015 à Casablanca où elle s'était rendue pour des soins. Ambassadeur de la Guinée en Sierra Leone, chargée d'affaires de l'ambassade de Guinée au Libéria, première femme gouverneure de Guinée, des premières et deuxièmes républiques, présidente de la branche guinéenne du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Bref, une femme qui s'est toujours battue pour la cause de la gente féminine depuis les premières heures de notre indépendance. Je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait de son passage dans l'émission Univers des femmes. En 2008, la femme guinéenne était déjà mûre en politique. Et elle était battante en politique. Et elle n'hésitait devant rien pour sauvegarder sa dignité. La femme guinéenne. Et nous étions dans un parti aussi qui a su récompenser les femmes à l'époque. Les femmes et les jeunes ont été mises à l'avant-garde de la révolution. Maintenant, mais à l'époque, il y avait la solidarité aussi des femmes. Nous étions solidaires. Nous étions solidaires, on se tenait la main. Et chaque fois qu'il y avait une promotion, c'était vraiment la promotion de toutes les femmes. À l'âme de cette grande dame. Et selon donc un communiqué de l'Assemblée nationale que j'ai sous la main, son corps sera exposé demain mercredi 25 novembre 2015 dans la salle de congrès du Palais du Peuple à partir de 9h30. L'enterrement est prévu le même jour au cimetière de Cameroun après la prière de 14h à la grande mosquée Faisal. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.